Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au programme. Merci de suivre aussi les programmes de Wolf TV. Bienvenue à votre émission Duel. Comme chaque fin de semaine, nous avons toujours le plaisir de trouver sur ce plateau nos invités pour commenter, analyser, décrypter les faits saillants et en marquer l'actualité politique, économique et sociale de la semaine. Au milieu donc de ce numéro, nous allons évoquer entre autres le 1er mai, la fête du travail, comme d'habitude, chaque 1er mai. Les organisations syndicales se donnent donc rendez-vous au chef de l'État, auprès du chef de l'État, à la présidence de la République pour déposer leur cahier de doléances. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est toujours les mêmes doléances qu'on a l'impression d'entendre, sauf que pour cette année, les syndicalistes, en tout cas nombre d'entre eux, sont sortis insatisfaits de la rencontre avec le président de la République, qui s'est montré peu flexible sur certaines doléances, notamment en ce qui concerne donc l'augmentation des salaires. Là, le chef de l'État leur a dit tout simplement que ce n'était pas possible, le budget du Sénégal ne le permettait pas et que lui, il avait même d'autres priorités. Ce qui, selon certains syndicalistes, en tout cas, ressemble à une déclaration de guerre, puisqu'ils estiment tout simplement que le président de la République semble en tout cas être dans une position radicale ou bien d'opposition ou bien tout simplement en bras de fer. Nous allons aussi évoquer une autre question, c'est-à-dire les réformes institutionnelles. Comme vous le savez, c'est demain donc que les députés de l'Assemblée nationale vont se pencher sur certaines réformes institutionnelles, notamment la suppression du poste de Premier ministre. Alors, à l'occasion donc, certains partis politiques et des mouvements de la société civile comme Y'en a marre, FRAPP, entre autres, sont donnés rendez-vous demain à la place donc Soweto pour dire non à cette réforme, barrer la route à ce projet de réforme qui, selon eux, est tout simplement une réforme qui tend vers un régime dictatorial. Nous allons aussi parler de ce livre blanc aussi de M. Idriss Seck, le candidat de la coalition IDI 2019, qui a présenté il y a 2 jours un livre blanc sur ce qu'il appelle les fraudes ou le hold-up électoral orchestré par le président Macky Sall à la présidentielle de 2019. Alors, pour débattre de tout cela, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau 2 responsables politiques. L'un, c'est M. Abou Mbaye, c'est le coordinateur du mouvement Rutufal Maki, membre de la coalition IDI 2019. Alors, M. Mbaye, bonsoir. Bonsoir, Georges. Avec vous sur ce plateau, nous recevons aussi M. Ousseynou Diouf, il est membre donc, de la cellule des cadres de l'APR, responsable aussi de l'APR à Thiès. M. Diouf, bonsoir. Bonsoir, Georges. Alors, je vais commencer par vous d'ailleurs. Comme je l'ai dit tantôt au début de l'émission, hier, vous avez suivi avec beaucoup de Sénégalais. Le 1er mai, les travailleurs sont allés à la rencontre du président de la République. Alors, comment est-ce que vous analysez, qu'est-ce qui, selon vous, pourquoi on a toujours les mêmes doléances qui reviennent toujours au Sénégal? Merci beaucoup, Georges. Comme vous le savez, les responsables syndicaux, de par leur nature, ont tout le temps toujours le même programme qui se résume à l'augmentation des salaires. C'est pratiquement la principale doléance des responsables syndicaux. Sinon, pour le reste, c'est des avancements et des problèmes de statut. Hier, ils ont rencontré, le 1er mai, ils ont rencontré le président de la République pour leur rencontre annuelle. Et par rapport à cela, le président a été très direct. Et j'avoue cette manière vraiment de communiquer avec les responsables syndicaux. Parce que c'est des gens qui tout le temps essaient de jouer sur le pouls du gouvernement. Voir si telle chose est faisable ou non, pour essayer toujours, et on les comprend, parce que c'est des responsables syndicaux, ils essaient toujours d'essayer de tirer le maximum possible d'intérêt pour leurs travailleurs. Et c'est normal, c'est leur guerre. Mais il faut le président a cité même notamment 2 responsables syndicaux ou bien 2 organisations syndicales, à savoir la santé et l'enseignement, qui sont en tout cas selon lui les plus radicaux. Effectivement. Mais il faut comprendre l'attitude du président, parce que vis-à-vis de ces syndicats, il faut toujours leur dire ce qui est possible de faire. Parce que le Sénégal, au moment où nous sommes, avec tout ce qu'il y a comme projet, tout ce qu'il y a comme réalisation et les attentes des populations, le gouvernement ne peut pas se permettre vraiment de miser effectivement, éventuellement sur des augmentations de salaire. Et forcer le gouvernement à prendre une décision, c'est le mettre devant un certain fait qui, demain, s'il n'assure pas vraiment ses obligations, les syndicats vont encore retorquer comme quoi le gouvernement est un gouvernement irresponsable, il n'a pas du tout su gérer, vraiment su respecter ses engagements. Et pour éviter vraiment de buter par rapport à tout cela, le président a été vraiment direct en ce qui concerne l'augmentation des salaires, pour leur dire que vraiment pour cette période là où nous sommes, nous ne pouvons pas vraiment se permettre de faire des augmentations de salaire. Et je pense que c'était un langage franc, direct,
mais aussi compréhensif. D'accord, aussi compréhensif. Alors, M. Mbaye, selon vous, certains syndicats, certains leaders syndicaux estiment que quand le président parle, dit simplement que je ne vais pas augmenter les salaires, on ne peut pas le faire. C'est tout simplement une déclaration de guerre. Voilà, merci Georges de m'avoir m'exprimé devant les Sénégalais. Je pense que j'ai été déçu. J'ai été déçu du discours que le président a tenu devant les syndicalistes. Parce que comment? Parce que on l'a vu avec l'augmentation de certaines denrées. Récemment, il y a l'augmentation du ciment. Donc c'est normal que vraiment les salaires doivent être vraiment augmentés. On doit augmenter les salaires. Parce que récemment, on a vu avec récemment le scrutin passé, tout l'argent qu'on a dépensé pour la réélection de M. Macky Sall, mais les syndicalistes vont noter tout ça, vont dire qu'il y a de l'argent. Et effectivement, il y a de l'argent. Mais cet argent-là est jeté ailleurs et dépensé là où il n'est pas utile aux populations sénégalaises. Ces syndicalistes-là ont raison de dire vraiment il faut augmenter les salaires. Parce que quand on voit vraiment ce régime qui a des institutions qui nous coûtent trop cher, comme le HCCT, qui nous coûte trop cher et il n'y a pas une rentabilité pour les populations. Quand on parle du pétrole, du gaz, etc., mais mon cher, il y a de l'argent. Donc on doit vraiment augmenter les salaires. Ça, je pense que c'est ce qui m'a vraiment surpris et déçu vraiment à l'égard du président Macky Sall. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas, comme ce qu'a dit votre vis-à-vis tout à l'heure, c'est une attitude responsable de la part du président de dire ce qu'il peut faire? Non, pas responsable. C'est-à-dire que parce qu'il ne signifierait rien, ou bien en tout cas de promettre aux syndicalistes, aux enseignants, aux agents de la santé que je vais augmenter les salaires et qu'au bout de 2 mois, ils se mettent dans la rue à réclamer. Il faut promettre ce qu'on peut faire, n'est-ce pas? Moi, je pense que ce n'est pas une question de promesse, mais c'est une question de responsabilité. C'est une question de devoir qu'il doit faire à l'égard des travailleurs. En fait, cela montre encore une fois qu'il ne se soucie pas des préoccupations des populations, qu'il ne se soucie pas des préoccupations des Sénégalais. Ce qui lui préoccupe, c'est son pouvoir, vraiment, et renforcer son pouvoir et se maintenir au pouvoir. Donc c'est ça qui le préoccupe. On a vu vraiment tout ce qu'il fait, tout l'argent qu'il dépense, c'est à titre politique, politicien. Mais quand même, il faut vraiment qu'il mette la main vraiment sur la situation des Sénégalais, qu'il mette la main vraiment sur les conditions de travail vraiment des citoyens sénégalais. Je pense que les syndicalistes ont bien raison vraiment de tenir ce discours-là. C'est le seul discours que j'attendais durant ce 1er mai, la fête du travail, vraiment. Alors, pour les syndicalistes, comme je l'ai dit tantôt à votre vis-à-vis, ils disent que le président leur a déclaré la guerre puisqu'il veut un bras de fer, parce que tout simplement, on a vu comment il dépense l'argent, qu'il crée des agences à gauche et à droite, donc il ne peut pas leur opposer, je ne sais pas, l'impossibilité pour le budget du Sénégal de supporter une augmentation de salaire. Georges, je pense que c'est un faux argument de dire que le président est en train de dépenser inutilement de l'argent. Parce que ces agences ou bien ces directions qu'on est en train de voir, c'est des institutions qui ont été mises sur place pour satisfaire vraiment un service ou bien des services aux Sénégalais. Et vraiment dire que ces institutions-là, c'est de la gabegie, moi je ne suis pas du tout d'accord. Mais c'est qu'on ne voit pas, aussi l'utilité de certaines institutions. Il a cité, je ne veux pas citer certaines institutions comme l'a fait mais il y en a quand même dont on peut douter de l'efficacité ou bien de la rentabilité pour les Sénégalais. Certes, pour certains, ils peuvent douter de cela. Mais les populations, dans leur vécu quotidien, bien dans leur assistance sur le plan administratif, vraiment ont gagné dans la qualité des services qu'offre maintenant l'administration. Bon, on peut ne pas le sentir quand on n'est pas demandeur de ce service. Mais tout à l'heure, il vient de dire qu'il y a des augmentations qui sont pressenties sur le ciment ou bien sur telle autre denrée. Mais à chaque fois, M. Mbaye, je veux dire qu'à chaque fois qu'il y a augmentation, souvent, l'État met la main à la pâte pour éviter qu'il y ait des hausses de prix que les Sénégalais vont ressentir dans le panier de la ménagère, par rapport à l'électricité, par rapport à l'eau. Récemment, vous avez entendu les boulangers qui s'apprêtaient à aller en grève par rapport à l'augmentation du prix du sac de la farine.
Et ces négociations qui sont tout le temps menées entre l'État et ces organisations-là finissent toujours par un consensus qui se résume à ce que c'est l'État qui subventionne vraiment ce que les Sénégalais devaient supporter. Donc dire que l'État ne se préoccupe pas des Sénégalais, moi je pense que ça c'est un faux débat. Et il faut que ces syndicalistes cherchent raison garder. Il y a un moment pour vraiment poser des doléances, mais il y a un autre moment aussi pour lequel il faudra permettre à l'État vraiment de travailler, mais aussi de penser à ceux qui n'ont pas encore de travail. Parce qu'il y a une infime partie qui actuellement qui s'active dans la vie sociale et qui bénéficie d'un salaire. Passer à une augmentation, c'est oublier tous les Sénégalais. Oui, le chef d'État l'a dit qu'il préfère créer des emplois plutôt que d'augmenter les salaires. Parce que le taux de chômage commence à vraiment atteindre un niveau inquiétant. Vous avez vu les phénomènes des agressions et d'autres maux de la société. Tout cela, c'est lié au manque de travail. Et l'État, maintenant, s'attelle vraiment à s'organiser pour voir comment résoudre ce taux de chômage via d'autres pistes, via d'autres mécanismes qu'il compte explorer. Et à chaque fois qu'on pose le débat de l'augmentation des salaires, si l'État satisfait les syndicats qui sont demandeurs, il faut sans dire que le taux de chômage ne sera jamais réduit. Mais est-ce que c'est sérieux quand même, M. Aboumbaye, de dire que oui, parce que le président ne cherche plus un autre mandat, qu'il dit qu'il n'est plus là à écouter les syndicalistes? Oui, mais je pense que c'est ça. Hein. Moi, ce que j'ai noté, c'est ça. Parce qu'en fait, les syndicalistes l'ont suivi, même par rapport à ces programmes, même par rapport à certains projets. Je veux nommer Ila Touba, je veux nommer Terre, je veux nommer PUDC. Il y a combien de milliards vraiment injectés dans ces projets-là? Mais est-ce qu'il y a un impact qu'on sent considérablement que vraiment la population a quitté un point A pour aller vers un point B? Mais il n'y en a pas. Terre, c'est 1200 milliards. Ila Touba, 4200 milliards. PUDC, 9 milliards. Et l'honorable député Mamoudou Diallo, selon lui, c'est 26 milliards que l'État a injecté dans ce PUDC-là. Mais est-ce qu'il y a un impact? Non, on ne le sent pas. Mais quand vous le sentez peut-être pas, mais il y a certains qui le sentent. Les populations ne le sentent pas vraiment. Et les syndicalistes s'indignent de ça, de cet argent-là. Ils se disent que nous, vraiment, nous aussi, nous avons notre droit de demander ce qui nous est dû, c'est-à-dire les salaires. Ça, c'est important. Maintenant, pour revenir Mais selon vous, qu'est-ce que vous préférez entre l'augmentation de salaire et la création d'emplois? Création d'emplois, moi, j'en doute fort. Pourquoi? Parce que dès sa campagne de 2012, Macky Sall nous avait promis 5 000 emplois durant 5 ans. Chaque année, 500 000 emplois durant chaque année durant 5 ans. Vous êtes de la banlieue, vous êtes bien placé pour savoir si vous avez vu ces emplois ou pas. Évidemment. Cette fois-ci, il vous a promis 1 million d'emplois. Mais j'en doute fort encore aussi. Je pense que aussi, c'est un président qui prend toujours des engagements qu'il ne respecte pas. C'est un président de programme, de slogan. Mais des choses qui ne vont pas à bout vraiment de la logique. C'est ça qui fait le défaut de ce régime-là. Ce président-là, il nous a promis combien de fois des choses qu'il ne fait pas. Hein? Tout ce qui l'intéresse, c'est vraiment asseoir son pouvoir. Il renforce l'armée. Et c'est de bonne guerre. Mais non, mais on n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire que le Sénégal, c'est un pays pacifique. Le Sénégal, si on avait créé des emplois, qu'on les donne aux jeunes, les jeunes se dotent là où ils travaillent, je pense que même tous ces... Mais justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce que vous préférez entre l'augmentation de salaire et la création des emplois? Parce qu'on parle d'un chômage endémique au Sénégal. Mais alors, est-ce qu'il ne faudrait pas s'attaquer à ce fléau-là plutôt que d'augmenter les salaires pour une poignée de Sénégalais? Mais Georges, moi je crois qu'on peut faire les deux. D'accord. On peut faire les deux. Comment? On rationalise le train de vie de l'État. Ces institutions-là dont je parle, il y a beaucoup d'agences inutiles. Et aussi même dans les ministères, on change tout simplement les connotations. Ministère des Sénégalais de l'extérieur, ministère des Affaires étrangères, c'est la même chose, etc. Ministère de l'économie numérique, etc. etc. C'est-à-dire que nous devons être sérieux par rapport à la gestion des affaires publiques de ce pays-là. Le Sénégal, c'est un petit pays.
qui doit se régler vraiment d'une manière rationnelle. Mais on ne peut pas vraiment injecter des milliards là où il n'y a pas d'utilité. Quand les gens qui ont vraiment, qui ont la pleine, je ne sais pas, qui doivent demander ce qui leur est dû, leur droit, on ne les donne pas ça. Donc ça amène le chaos. Voilà, nous allons donc continuer parce que le temps ne nous attend pas. Nous allons donc aborder le second thème de ce débat, à savoir donc les réformes institutionnelles. Parmi ces réformes institutionnelles, il y a la réforme phare, c'est certainement donc la suppression du poste de Premier ministre qui sera donc votée demain à l'Assemblée nationale. Alors là, c'est le branle-bas de combat, hein, donc l'opposition et certains mouvements de la société civile comme Y'en a marre, comme Frappe France Dégage, comme COS M23, etc. Ils sont au moins 7 mouvements de la société civile qui ont appelé demain les Sénégalais à manifester devant l'Assemblée nationale. Et plus en dehors donc de cette suppression de poste de Premier ministre, il y a peut-être une autre réforme, en tout cas il s'agit d'une loi qui permet maintenant à un député élu, alors qui est dans le gouvernement, de revenir reprendre son poste de député une fois qu'il perd sa place dans le gouvernement. Mais commençons d'abord par la suppression de poste du Premier ministre avec la manifestation que prévoit donc l'opposition demain. Vraiment, j'aimerais poser une question à ceux qui voudraient manifester demain pour connaître la raison fondamentale de leur manifestation par rapport à ce projet de suppression de poste de Premier ministre. Tu veux savoir, si tu veux savoir, lui il pourra te répondre. Peut-être il va me répondre parce que oui. Vraiment, pour dire vrai, je ne vois pas la nécessité de manifester par rapport à la suppression du poste de Premier ministre. Au contraire, les Sénégalais devraient s'en féliciter. Il l'a dit tout à l'heure. Réduire le train de vie de l'État. Mais hormis cela, la suppression de ce poste de Premier ministre répond à beaucoup plus de célérité, d'efficience et d'efficacité par rapport à la gestion des affaires administratives. Qu'est-ce qui se pose maintenant? Auparavant, il y avait le Premier ministre qui était un tampon entre le président et les ministres, chargé d'exécuter les politiques publiques. Maintenant, avec la suppression de ce poste de Premier ministre, c'est le président qui entre directement en lice avec ses ministres. C'est-à-dire que pour une meilleure opérationnalité vraiment de la gestion des affaires administratives, c'est ce qui a amené la notion de fast track, traction rapide. Parce qu'on évolue à un rythme de caméléon. Il faut qu'on sache vraiment poser des pas de géant pour accéder à l'émergence dont on espère. C'est la raison fondamentale de la suppression du poste de Premier ministre. Mais il n'y a pas de mal. Le président ne s'est pas doté d'un autre pouvoir ou bien d'un pouvoir extraordinaire. Il n'y a aucune augmentation sur le plan législatif comme sur le plan judiciaire de ses attributs. Au contraire, il perd un attribut qui est celui de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale. Donc pourquoi aller vers une manifestation? Moi je pense que c'est de l'agitation tout simplement, mais ils n'ont pas la raison de s'agiter comme ça. Alors donc Aboubaye, vous avez donc là l'occasion de répondre à M. Ousseynou Diouf qui demande qu'est-ce que vous allez faire demain devant l'Assemblée? Pourquoi aller manifester contre une réforme qui va dans le sens de l'intérêt des Sénégalais comme il semble dire? Moi je vais commencer là où il a commencé, par rapport aux Sénégalais qui font la marche demain, par rapport à la suppression du poste de Premier ministre. C'est-à-dire que tous les Sénégalais doivent se lever contre la suppression de ce poste de Premier ministre. Pourquoi? D'abord, c'est un combat de principe. Macky Sall ne l'avait pas inscrit dans son programme d'abord. Donc, il faut respecter les Sénégalais. Parce que quand tu gères un État, ce n'est pas une entreprise personnelle. Quand tu gères un État, c'est le patrimoine de tout ton pays, de tout ton peuple. Donc, tout ce qu'on fait, vraiment, on doit le dire. Voilà, on doit le dire. Mais on doit créer une discussion au préalable et demander l'avis du peuple sénégalais. Cela n'a pas été fait dans la campagne de 2019. Maintenant, quand il vient, il fait la suppression. Moi, en fait, j'ai été averti de sa démarche depuis 2016. Moi, je connais, j'avais su que ce président-là, de fur et à mesure, il va renforcer son pouvoir et demander un troisième mandat.
Ça, je le sais. Maintenant, j'en viens au poste, à la suppression. C'est-à-dire que le Premier ministre, c'est un poste vraiment important qui nous sert de pont, de relais entre le président et les institutions, de relais entre le président et les syndicalistes. Mais attendez, le président de la République, avec son agenda aussi chargé, est-ce qu'il peut s'intéresser aux questions nationales? Non. Non. Non, j'en doute fort. Ça, c'est impossible. Une seule personne qui fait du boumi et tu s'occupes de tout. Ça, c'est impossible. On avait besoin de ce poste de Premier ministre. Mais il y a des ministres aussi. Il y a des ministres. C'est vrai qu'il y a des ministres, mais le Premier ministre sert de coordination entre les ministères, même aussi d'arbitrage. Parfois, il peut avoir un différend entre tel ministère et tel ministère. Il va arbitrer. Le président, il est là, donc vers l'international, vers les colloques, vers beaucoup de la CEDEAO. Oui, mais c'est-à-dire, je l'ai dit l'autre jour lors d'un débat, s'il ne faut pas peut-être être plus royaliste que le roi, si lui il estime qu'il peut faire ce travail-là sans avoir besoin d'un Premier ministre, pourquoi ne pas le laisser faire? Non, mais il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Quand quelqu'un te dit, en fin de compte aussi, même c'est pas démocratique, vraiment, et aussi c'est pas réfléchi. Quand il pense vraiment s'approprier des attributs du Premier ministre, c'est un super président qui est en train vraiment de mettre en place un super présidentialisme, ce régime-là, qu'il est en train de faire. Et ce qui est grave, vous ne l'avez pas mentionné, c'est-à-dire que la modification de l'article 63 de la Constitution, qui permettait au bureau de l'Assemblée nationale, ou bien plus à la majorité des députés, vraiment, de tenir une session extraordinaire. Maintenant, quand on modifie cet article-là, il sera le seul initiateur de cette session extraordinaire. Ça, c'est très grave. C'est-à-dire que moi, ce qui me préoccupe, c'est quoi? C'est-à-dire que de jour en jour, on va vers un recul démocratique énorme. On l'a vu avec la pagaille électorale, il n'y a pas longtemps, le scrutin passé. Maintenant, on vient vraiment d'une manière surprenante, on nous dit que Macky Sall va supprimer le poste du Premier ministre. Je pense que tout ça vraiment va davantage nous reculer de notre démocratie. Et pourtant, le Sénégal, c'était une démocratie de référence. Et une loi, quand on parle de loi, comme disait l'autre, une loi, c'est le bon sens formalisé. Mais il n'y a pas de bon sens dans ce projet de loi-là. Il n'y a pas de bon sens. Non, pour vous, il n'y a pas de bon sens, non, mais certainement pour le président Macky Sall qui s'est enfermé avec ses conseillers juridiques à trouver le bon sens. Oui, mais c'est-à-dire que la séparation des pouvoirs doit être respectée. Il y a un équilibre entre les pouvoirs. Mais quand l'exécutif est au-dessus des autres pouvoirs, ça c'est le chaos. Mais quand on dit qu'il ne pourra plus dissoudre l'Assemblée nationale, ça c'est quand même l'Assemblée, les députés peuvent pousser un ouf de soulagement parce qu'il y a certains qui pensaient qu'on allait coupler les élections et dissoudre l'Assemblée nationale. Mais moi je ne vois pas d'Assemblée. Honnêtement parlant, moi je ne vois pas d'Assemblée. Je ne vois pas de députés du peuple. Je vois députés du parti. Donc on ne voit pas d'Assemblée. Honnêtement parlant, moi je considère que deux pouvoirs au Sénégal. Donc vous êtes contradictoire. Vous dites que vous ne voyez pas d'assemblée, vous n'avez pas de députés du peuple, et demain vous voulez aller manifester devant ces députés-là. Mais c'est ce que nous pouvons faire pour que les Sénégalais, c'est-à-dire que pour respecter cette sacralité, pour dire aux Sénégalais, nous devons respecter cette sacralité. Quand les Sénégalais voient l'image de l'Assemblée nationale, ils vont se rendre compte, oui, ces députés-là doivent être députés du peuple, mais pas députés du parti, comme le sont aujourd'hui ces députés de Benno Bokk Yakaar. C'est ça. Donc c'est ça, nous voulons vraiment faire ramener les Sénégalais à cette logique-là, à cette sacralité de l'Assemblée nationale. Le député du peuple, un député qui défend bec et ongle sa localité. C'est ça qui est important. Mais est-ce que vous pensez, M. Mbaye, que le fait de se rassembler devant l'hémicycle peut faire changer d'avis les députés ou bien le président Macky Sall? Oui, mais je pense que même s'il est soucieux quand même de l'enjeu, et aussi si en fait le Sénégal l'intérêt général l'intéresse vraiment, il va vraiment laisser passer ce projet de loi. Comme Wade l'avait fait en 2011. Donc c'est ça l'intérêt.
Donc pacifiquement, nous allons marcher pour montrer vraiment, et aussi l'histoire retiendra ça. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Même si on ne peut pas l'arrêter dans son projet, l'histoire retiendra que on avait marché, on avait dit non par rapport à ça, à cette logique-là, à cette logique dictatoriale. Donc voilà, entre autres, M. Diouf, au-delà du fait que le président ne l'a pas annoncé durant la campagne électorale, de ce projet de suppression du poste de Premier ministre, il aurait pu quand même organiser un dialogue autour de cette question-là, puisque c'est une question d'intérêt national qui ne préoccupe pas seulement l'APR ou bien lui, le président de la République. Une question d'intérêt national, j'en doute dans la mesure où c'est le président de la République qui est investi par les Sénégalais, qui a été investi par les Sénégalais pour mener à bien les politiques publiques. Dans la mesure où il a été réinvesti de la confiance des Sénégalais. Il détient la majorité à l'Assemblée nationale. Mais Georges, comment peut-il mettre un projet de loi qui peut vraiment soulever certaines contradictions? Moi j'en doute. C'est la raison pour laquelle je ne comprends pas, à un certain moment donné, je ne comprends pas M. Mbaye dans ses explications. Dire que la suppression du poste de Premier ministre est quelque chose que les Sénégalais réclament, mais il n'y a aucun Sénégalais qui réclame à ce que ce poste de Premier ministre soit maintenu. C'est une décision pure et simple du président de la République qui, selon lui, pense pouvoir... Qui décide de qui il doit investir ou pas. Voilà, d'investir, de choisir qui investir, mais au-delà de se focaliser sur la personne, mais c'est de voir la méthode la plus efficace pour mener à bien une administration de valeur, une administration rigoureuse, une administration compétente, capable de répondre à la demande des Sénégalais en matière de service. C'est la raison pour laquelle ce poste de Premier ministre mérite d'être supprimé. Parce que ce tampon-là constitue un ralenti de la gestion des affaires administratives. Maintenant, c'est entre le président de la République et ses ministres. C'est-à-dire que par rapport à l'application même de la méthodologie, ou bien des directives qu'il donne par rapport à ses ministres, c'est une application directe. Il ne se réfère pas à une personne intermédiaire pour voir l'évolution d'un projet ou non. Fast track, traction rapide. Il faut que les Sénégalais comprennent que le président Macky Sall est en train de jouer avec le temps. 5 ans, c'est vite passé. Là, on vient de boucler 7 ans, c'est comme hier. 5 ans, c'est comme 5 mois. Ça passe vite, c'est la raison pour laquelle il faut pousser les Sénégalais à travailler vite pour vraiment réaliser le maximum d'infrastructures pour les Sénégalais et créer autant d'emplois. C'est cette simple raison qui a poussé à cette suppression de poste de Premier ministre. Mais le président ne peut pas s'adjuger ou bien se donner des pouvoirs que le peuple sénégalais ne lui a pas donnés. Cette constitution-là n'est pas modifiée dans sa profondeur. Parce qu'il y a des modifications qui peuvent être faites comme il y a des modifications que le président ne peut pas faire. Et c'est une simple modification qui dépend de l'appréciation du président. L'opposition, par exemple, les 4 candidats qui ont été à la présidentielle, notamment M. Ousmane Sonko, M. Idriss Seck, M. Madi Kenya et M. Issa Sall, disent, par exemple, qu'il fallait tout simplement choisir la voie référendaire, organiser un référendum pour demander aux Sénégalais s'ils veulent oui ou non le maintien de ce poste de Premier ministre. La voie référendaire n'est pas habilitée pour cette fois-ci. Pourquoi? Parce que non seulement la question elle est technique, il fallait d'abord en débattre, mais aussi, depuis 2012, Georges, vu le nombre de scrutins qu'on a organisés au Sénégal, avec la manne financière qu'il fallait regrouper pour organiser ces scrutins, le Sénégal ne peut plus se permettre de faire des scrutins à n'en plus finir. C'est la raison pour laquelle on a choisi la voie parlementaire. Si vous me dites qu'il fallait dialoguer, il fallait les inviter, mais Georges, vous-même, vous avez constaté depuis combien de temps le président de la République pose sur la table la question de dialogue national, et à chaque fois ces chefs de parti de l'opposition se manifestent par un boycott, la politique de la chaise vide. Une fois, mais finalement le président il va se dire, mais écoutez, ils vont plus, ces gars qui ne s'intéressent qu'à me remplacer au palais et ne s'occupent guère
du vécu quotidien des Sénégalais, mais je ne vais plus me focaliser à les inviter à un dialogue auquel ils ne répondent pas. Je vais dérouler mon programme, et quoi de plus normal par rapport à ça? Donc, pour pouvoir vraiment mener à bien de manière consensuelle, comme vous le voulez, il faut que ces chefs de l'opposition puissent répondre aux appels du président de la République. Mais à chaque fois qu'on vous convoque, vous manifestez par la politique du 6-8, et après vous dites que vous allez manifester au niveau de l'Assemblée nationale pour un projet de loi qui à la limite arrange même les Sénégalais, parce que c'est un poste qui, avec la suppression du poste de Premier ministre, mais le gouvernement va gagner beaucoup d'argent. Oui, mais ça, c'est des économies de bout de chandelle. Vous allez me parler de 20 milliards, mais ces économies, on en a besoin, on en a besoin. Il ne faut pas que vous pensiez que c'est de petites économies. On en a besoin pour ces économies. Vraiment, réduire le train de vie de l'État, comme il a dit tout simplement, pour pouvoir mener à bien les services auxquels les Sénégalais... Ça c'est un autre argument. Mais, M. Mbaye, vous pensez, parce que là, pour faire passer cette loi-là, c'est très facile. Donc, il va falloir peut-être le vote de 3 députés sur 5. Alors là où la majorité, vous savez qu'il y a une sorte de ce qu'on appelle une majorité mécanique, aller manifester demain devant ces députés-là, ce n'est pas prêcher dans le désert. Oui, moi je considère que ce n'est pas prêcher dans le désert parce qu'il y aura d'autres actes dans le futur. Et cet acte-là va dire aux Sénégalais que ce président de Macky Sall est dans cette logique-là. Il a dit, sa langue l'a trahi. Donc Macky Sall, en voulant supprimer le poste de Premier ministre, ce n'est pas pour être plus pragmatique. Non, comme le pensent les Sénégalais, le fast track, non. C'est le pas de caméléon qui revient. C'est-à-dire que ce qu'il veut faire, c'est quoi? Il veut régler un problème personnel. D'abord, il a peur d'un dauphin. Il y a cette question-là au sein de l'APR. J'ai la parole. Donc, après ça, après cette question de dauphinat-là, mais il y a une question de renforcer son pouvoir. Parce que tout ce qui... En fait, on connaît l'enjeu dans lequel le Sénégal se trouve, avec la découverte du pétrole, du gaz, etc., etc. Dans le long terme, en 2022, ce président-là est agité. Donc, tout ce qu'il va mettre, tout vraiment son énergie et sa conscience vers cette exploitation du pétrole et des gaz. Donc, il est en train de concocter un plan pour renforcer son pouvoir, d'abord vis-à-vis de l'opposition et des institutions, et aussi vis-à-vis des alliés ou bien des adversaires dans son parti, c'est-à-dire des gens qui ont des ambitions cachées. Je pense que même la formulation du dernier gouvernement l'a révélé. Je ne vais pas citer des noms. Il y a des changements de chaises. Des gens qui étaient des super ministres, qui avaient vraiment l'argent du pays. On leur a exilés. C'est juste pour revenir et aussi illustrer vraiment ce que je suis en train de parler, pour dire que Macky Sall est en train de régler une question personnelle, un problème personnel. Donc, quand il parle de fast track, moi je pense que ce régime-là, c'est un régime de slogan. On l'avait vu avec la rupture. Est-ce que vous avez vu vraiment la continuité? La rupture a fait naufrage. C'est juste parce que, aussi, on le comprend. Avec les résultats et tout ce qui est tout ce qu'on a vécu lors du scrutin dernier, avec ces résultats-là et vraiment la situation dans laquelle il a obtenu son deuxième mandat, mais il était intelligent de créer quelque chose pour faire vraiment un peu oublier tous ces problèmes-là. On l'a compris. Le fast track, c'était tout simplement. Bon, on verra ce qui va se passer demain, de toute façon, devant, à la place Soweto, devant l'Assemblée nationale, comme vous avez décidé de manifester pour dire non à ce projet de réforme, supprimant donc le poste de Premier ministre. Mais il y a aussi, M. Diouf, il y a aussi une autre, pas une réforme institutionnelle, bien sûr, mais une loi qui va donc permettre à un député nommé dans un gouvernement, une fois qu'il sera remercié, de revenir prendre sa place à l'Assemblée nationale. Alors, quelle est la pertinence d'une telle loi? Bon, écoutez, pour moi, c'est très normal qu'un député nommé ministre puisse retrouver son siège au niveau de l'Assemblée nationale. Il était parlementaire. Ça,
Mais il a choisi de devenir ministre. Il a été nommé par le président. Il a choisi, quand on est parlementaire, on est investi de la volonté du peuple. D'accord. Mais le président de la République peut voir en un député des compétences beaucoup plus approfondies dans un secteur donné. Et l'investir d'une autre mission pour mener à bien un département ministériel. Ça peut arriver parce que ces députés sont des intellectuels qui peuvent gérer des ministères. Cela peut arriver pour l'intérêt du Sénégal. Mais une fois ces missions terminées au niveau, à la station ministérielle, rien ne l'empêche vraiment de retourner prendre son siège au niveau de l'Assemblée. Mais est-ce que ce n'est pas là aussi fragiliser le statut de suppléant? Parce que le suppléant, c'est celui qui devra remplacer le député nommé ministre, et qu'une fois celui-là aura fini de siéger dans le gouvernement, qu'il revienne chasser le suppléant. Je ne pense pas. Ça ne va pas créer des frustrations au niveau des suppléants? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce qu'un suppléant, normalement, ce n'est pas quelqu'un qui est c'est juste un remplaçant. C'est un remplaçant. À n'importe quel moment, c'est comme au football, le titulaire et le remplaçant. Effectivement, c'est ça. Bon, un suppléant est un suppléant. Ce n'est pas quelqu'un qui est sur la liste définitive. Mais par contre, dire que vraiment ça peut fragiliser l'Assemblée nationale, je ne pense pas. Parce que ce projet de loi, au contraire, renforce l'indépendance, mais aussi l'autonomie de l'Assemblée nationale. Et cela ne gêne en rien ces missions de contrôle, de vérification, d'évaluation des politiques publiques. Rien du tout. L'Assemblée fonctionne comme elle fonctionnait auparavant. Voilà, M. Baye, quelle est votre position sur, si on vous demandait votre position sur cette loi-là qui permettrait, par exemple, à un député nommé dans le gouvernement de revenir, une fois remercié, de revenir à l'Assemblée? Je pense que ça, c'est un peu empiéter les droits du suppléant, parce qu'on est allé dans une élection. Donc, on a pressenti que... Oui, le suppléant aussi a battu campagne. Voilà, a battu campagne, a mis ses moyens, son énergie, tout. C'est dans cette localité-là, les gens ont dit que c'est M. tel qui sera suppléant. C'est M. tel qui sera titulaire. Maintenant, M. A, donc, est nommé ministre. Donc, il ne peut pas gérer ce poste. Tout en sachant qu'il est le titulaire du poste. Qu'il est le titulaire du poste. Oui, mais ça, il faut le préciser aussi. Voilà, il est le titulaire du poste. Mais quand il quitte son poste de député, pour rejoindre le poste de ministre, il perd son poste de député. Il y a le suppléant qui vient, naturellement. Et les choses voudraient que, quand il quitte son poste de ministère, donc, il va retravailler ou bien voir une direction ou bien attendre qu'on lui donne quelque chose d'autre. En tout cas, il a perdu son poste de député. Pourquoi? Parce que ça revient naturellement au suppléant. Mais maintenant, quand cette loi-là entre, est promulguée, on l'applique, le suppléant, il a battu campagne, il a mis toute son énergie. Il a été élu ou bien mis en scène par une communauté, une localité, pressenti par une localité. Maintenant, le député quitte son poste de député, va vers le ministère et revient. Ça donne au président de la République vraiment de manier ses alliés et ses responsables, ses militants. C'est-à-dire que prendre quelqu'un d'un poste de député, le mettre dans un poste de ministre, et il va revenir également. C'est-à-dire que vraiment c'est empiété. Il y a même des gens, des analystes qui pensent que, par exemple, avec cette loi, alors on pourrait s'attendre à ce que le Premier ministre Boun Abdallah Dionne, une fois que la primature sera supprimée, qu'il revienne à l'Assemblée nationale, reprendre son poste de député et devenir le président de l'Assemblée nationale à la place de Moustapha Niasse. Mais effectivement, c'est là où je voulais en venir. Donc c'est un peu vraiment... La loi n'est pas rétroactive. Oui, bon, on verra. Oui, d'accord. De pas à pas, on va vers vraiment, je ne sais pas, les attributs de l'Assemblée nationale, on va les renforcer dans l'exécutif. On est dans cette logique-là, toujours. Parce que le président va à un moment donné, on n'élit plus les députés, mais c'est le président qui les nomme. Parce qu'on le connaît
c'est le président qui fait le choix sur les députés et ça va renforcer cette possibilité-là. Mais ça, vraiment ça y a rien. de prendre quelqu'un. Il y aura rien de nouveau sous le soleil. De toute façon, tous les régimes qui sont succédés, on sait comment ça se passe pour les députés. Pour investir les députés, on sait comment ça se passe dans les partis. Mais au moins, on devait adoucir ça, mais pas quand même aller dans une logique plus exagérée. Vraiment, la possibilité de prendre quelqu'un, vraiment de le nommer ministre, et il revient. Hein? Là où il veut vraiment ça, je pense que c'est empiéter encore une fois la séparation des pouvoirs. Alors, M. Diouf, je l'ai dit tantôt, que pensez-vous, ou bien que répondez-vous à ceux-là qui pensent que ce projet-là, en tout cas cette loi-là, c'est tout simplement permettre au Premier ministre actuel, Boun Abdallah Dionne, qu'une fois la primature supprimée, qu'il pourrait revenir à l'Assemblée nationale et même devenir le président à la place de Moustapha Niasse? Bon, je l'ai dit tout à l'heure. Une loi n'est pas rétroactive. On ne peut pas appliquer cette loi qui sera votée à l'Assemblée et l'appliquer pour des années passées. C'est pas possible. Peut-être pour le futur, mais pas pour l'histoire. En principe, donc, en principe, on crée une loi pour le futur. Ouais. Mais on ne sait jamais, on est toujours en politique. Mais Georges, vous pouvez demander à tous les professionnels du droit. Oui, la loi oui, je suis d'accord. Bon, on ne légifère pas pour le passé. Mais il y a des exceptions. Quand on crée une loi, la loi juridiquement, quand on crée une loi, c'est pour le futur. Mais maintenant, bon, on ne sait pas, hein, avec les hommes politiques, avec les calculs, tout peut arriver. Non, mais avec les calculs, nous avons des intellectuels devant nous. Il y a l'opposition qui est là et qui peut vraiment, en pareil cas, se barricader et montrer et dire que la loi n'est pas rétroactive. Et je ne pense pas que cela puisse être. Je pense que ça, c'est un faux débat. Mais ça, ce serait une première au Sénégal, quand même, Ousseynou Diouf. Le fait qu'un député élu ministre puisse revenir à l'Assemblée. Oui. Mais effectivement, ce sera une première, mais il faut des changements opérationnels qui vont mais des changements positifs quand même. Vous ne pensez pas que cela est positif? Mais imaginez-vous un député investi de la confiance du peuple sénégalais. Et le suppléant aussi qui bat campagne. Mais le suppléant, c'est un remplaçant. C'est quelqu'un. C'est pas un remplaçant. Non, c'est un remplaçant. Ou bien c'est quelqu'un. Je peux même le qualifier comme un adjoint. Un adjoint des chefs de service ou bien de. D'accord, oui. Tu vois, comme vous le voulez. Le député nommé ministre pour exercer des fonctions ministérielles, une fois que ces fonctions-là sont terminées, mais rien ne gêne à ce qu'il retourne à l'Assemblée et continue son travail. Et le suppléant dans tout ça? Mais le suppléant, il n'a qu'à aller lui aussi retourner là où il était et attendre. Moi, je pense que c'est la seule solution. Ou bien on essaie de lui trouver autre part, une autre place. Mais il n'y a pas de mal à ce qu'un député élu ministre puisse revenir à l'Assemblée nationale une fois que ses fonctions de ministre sont terminées. C'est pas gênant. Non, ça peut être gênant. Non, on connaît la sociologie au Sénégal. Hein. Ça peut être gênant pour le suppléant qui est là. Voilà. Mais ce suppléant saura que on l'appelle monsieur le député et du jour au lendemain, il rentre. Mais ce suppléant saura qu'il a remplacé quelqu'un qui, d'un moment à l'autre, peut revenir. Et là, par rapport à cela, il se prépare à cette conséquence. Il peut revenir comme il ne peut ne pas revenir. Mais tu es suppléant, tu es suppléant. Moi, je pense qu'il y a rien de gênant par rapport à ça. Il devra donc prier tout le temps pour que son ministre ne soit jamais remercié, parce que sinon il peut faire 2 ans à l'Assemblée et revenir. Voilà, ça crée une frustration. Oui, c'est une frustration. Mais est-ce que ça aussi, c'est pas... Quel doit être le combat de l'opposition par rapport à ça aussi? Notre combat... de toute façon, ça n'arrange pas l'opposition, parce que l'opposition n'a rien à gagner dans ça, parce que l'opposition, de toute façon, ne sont pas nommés ministres. Mais évidemment, mais c'est-à-dire que ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que faire respecter la sacralité des institutions. Surtout ça, c'est des problèmes qu'on minimise, mais c'est très grave. Ça entache davantage un jeu de chaises musicales. Notre démocratie. Vraiment, je l'ai dit, en fait, ça crée une grosse frustration. Même le bon sens l'interdit quand même. Un remplaçant qui est là, qui attend que vraiment, je ne sais pas, un cas de force majeure ou bien quelque chose advienne, hein, pour qu'il puisse entrer dans le jeu. Hein? Maintenant, on l'empêche. Pourquoi? Parce que par le désir du président qui veut, non, c'est Georges qui va revenir dans son poste de député. Mais non, c'est la loi. Laissons au texte de juger, mais pas au président de faire ce qu'il veut. Il y a des textes qui sont là, qui sont bien établis.
vraiment, après, et aussi qui exprime notre volonté populaire. Je pense qu'il faut vraiment aller au texte et les faire respecter, les appliquer, mais pas laisser le président faire ce qu'il veut. Supprimer le poste de Premier ministre, nommer un ministre qui quitte son poste de député et revenir dans son poste de député. Non. Ça crée des frustrations. Et aussi, c'est des tensions qui vont créer. Vraiment, c'est des petites choses qu'on minimise. De toute façon, on ne sait pas, mais... C'est une éventualité. Je suis très sûr, que oui. Il est très rare. Il faut le dire dans l'histoire du Sénégal, que nous trouvons un député nommé ministre. C'est très rare. Je ne sais pas s'il est arrivé une seule fois. Mais ça veut dire que si le cas se présente, qu'un ministre vraiment peut exercer des fonctions de ministre et qu'il a les compétences dont le profil que le président cherche, mais rien ne l'empêche de quitter l'Assemblée pour aller exercer ses fonctions. Et au cas où ces fonctions sont terminées, retourner, il n'y a pas de mal. Dans l'actuelle équipe gouvernementale, on a connaît au moins 5 ou 6 qui sont députés. Monsieur Amadouba était député. Oui. Le Premier ministre était député, Abdoulaye Bibi Baldé était député. Il y a au moins une dizaine. C'était des députés, entre guillemets, de présentation tout simplement, mais ils n'allaient pas quitter leur poste de ministre pour aller à l'Assemblée, aller à l'Assemblée nationale. De toute façon, une chose est sûre, c'est que sûrement il se trouve même des députés ou bien des gens au sein de Benno Bokk Yakaar qui ne seront pas d'accord du tout avec cette loi-là, parce que cela ne peut ne pas les arranger du tout. Ça peut arranger peut-être le président et certains haut placés, mais ce n'est pas tout le monde. Alors nous allons donc terminer l'émission avec le dernier point, à savoir donc M. Idrissa Seck qui joue toujours les prolongations, avec donc les prolongations de l'élection présidentielle 2019. Il y a quelques jours, il a sorti un livre blanc dans lequel donc il énumère les fraudes qui ont permis au président Macky Sall d'être réélu avec 58,26%, 58,28%. D'ailleurs, c'est qu'il qualifie de hold-up parce que d'après ses statisticiens ou d'après ses calculs, ses investigations, le président Macky Sall devait passer au second tour avec 46%. Alors, M. Mbaye, vous êtes membre de cette coalition-là. Est-ce que ce n'est pas quand même trop tard de publier un livre blanc ou bien sortir des preuves de fraude après presque 2 mois de la présidentielle, 2 mois après la présidentielle? Je pense que c'est une attitude responsable. Pourquoi responsable? Parce que la Commission nationale aussi, je saisis cette occasion pour les remercier de ce travail-là, sont restés 2 mois vraiment pour faire ce travail-là et le publier, c'est-à-dire le mettre vraiment à la place publique pour que tous les Sénégalais sachent que dans l'élection qu'on a dépassée, l'élection 2019, le scrutin passé, c'est ça. N'était pas régulier, n'était pas transparent. Voilà, ou bien, voilà, oui. Voilà, c'est ça qui s'est passé réellement. Donc on l'a constaté nous tous de la période électorale, parce que l'élection c'est la période électorale, le scrutin et les résultats. Mais de la période électorale, depuis la loi sur le parrainage, donc les épingles du jeu, etc., on a écarté ces potentiels adversaires avec des... Tout cela, vous l'avez mentionné dans le livre blanc. Oui, avec des moyens fallacieux. Maintenant, on est venu avec 4 candidats, après avec un score qu'on avait concocté, que les gens même commençaient à jouer avec ce chiffre-là, 58%, 57%. Tous les Sénégalais savaient. Mais même dans les panneaux publicitaires, vous verrez, Macky Sall va passer au premier tour. Donc tout ça, c'est des irrégularités. N'est-ce pas? Maintenant, c'est responsable de la part d'Idrissa Seck. Pourquoi? Parce qu'on est dans une démocratie. Le jeu doit être très franc. On ne peut pas être un adversaire ou bien un joueur et être en même temps un arbitre. Ce qu'on a reproché à Macky Sall depuis la loi sur le parrainage. Mais attendez, Georges, je vous donne un exemple. Macky Sall, il est un président sortant. Est-ce qu'il devait vraiment chercher des parrains? Mais non. Automatiquement, il est candidat. Mais pourquoi il est allé chercher des parrains jusqu'à 2 millions ou plus de ça? Ça, c'est quoi? Tout ça, ça entache la démocratie. Il y a la distribution vraiment par complaisance des cartes électeurs. Les zones qui ne nous sont pas favorables n'ont pas reçu leur carte, et surtout les jeunes. Et pourtant, la carte d'identité est un droit pour les citoyens. Ce n'est pas son argent qu'il a vraiment fait, qu'on a dépensé pour la confection de ces cartes d'identité-là. C'est un droit.
Parce que même la loi, on le dit, on dit que la naissance, en fait, pour quelqu'un vraiment vit juridiquement, il faut qu'il ait une pièce. C'est-à-dire, je ne sais pas, un acte de naissance et une pièce d'identité pour qu'il vive juridiquement parlant. Donc on est dans ce monde-là. On est dans ce monde-là, mais empêcher des Sénégalais à avoir une carte d'identité, tout simplement pour avoir un deuxième mandat, je pense que ça aussi, on devait le dénoncer. Mais pourquoi la question que beaucoup se posent, c'est que tant que vous saviez que vous déteniez ces preuves-là par devers vous, au moment de la proclamation des résultats, vous aviez quand même, la loi vous autorisait à aller saisir le Conseil constitutionnel, déposer ces preuves-là sur la table. Mais attendez, Georges, je pense que le Sénégal est un pays de paix. Et aussi le Sénégal est un pays dans lequel il y a une autorité des chefs religieux. Quand ils vous demandent vraiment de ne pas faire, il ne faut pas faire. Et aussi, le Sénégal a un climat qu'il faut sauvegarder. Ce climat social-là, il faut le sauvegarder. Vous n'avez pas préféré marcher sur des cadavres, comme le disait le président Abdoulaye. Puisque lui, vraiment, il voit le pouvoir au-dessus de tout, au-dessus de l'intérêt général, de la paix. On va lui laisser le pouvoir. Mais nous, d'une manière responsable, après, on va continuer le travail. On va dire aux Sénégalais ce qui s'est passé réellement durant ce dernier scrutin de 2019. C'est pourquoi, dans ce livre blanc-là, vous allez voir toutes les irrégularités et les couacs vraiment de cette élection-là. Et ça a été historique. Et les générations, les futures générations, vont vraiment en prendre acte. Et ça va leur servir de leçon. Pourquoi? Parce que la démocratie, je pense que c'est un héritage de nos aînés. Léopold Sédar Senghor, Mamadou Dia, etc. etc. Donc, cet héritage-là, nous devons vraiment le sauvegarder, le faire hériter aux futures générations. Voilà, monsieur Diouf, quand même, vous l'avez suivi, hein, Idriss Seck a évoqué dans son livre blanc un certain nombre d'irrégularités. Il a parlé de l'existence de 600 bureaux de vote fictifs qui ont été créés, 600 procès-verbaux aussi fictifs, en somme près de 917 000 voix qui ont été favorables au président de la République, ce qui n'aurait jamais dû être le cas. Et que si tout se passait dans les règles de l'art, le président aurait obtenu au premier tour 46%. Oui. Bon. Ça, c'est des faits quand même assez graves. Hein. Ce n'est plus de... C'est grave s'il existe. Oui. S'il existe. Parce que chez vous, à Thiès, quand même, vous a montré de quel point c'est parce que, avec la publication de ce livre, je me suis avisé, Georges, à faire un petit jeu de calcul avec les chiffres qu'ils ont donnés. Et le résultat m'a montré que ce livre blanc a été cousu de fil blanc. Parce que, dans leur livre, s'ils disent qu'il y a 917 000 voix favorables au président de la République, de façon illégale. De façon illégale, dans leur livre. Oui. Ces 917 000 voix représentent un taux de 20,90%. Et ils disent que si ce n'était pas ces 917 000 voix, on serait à 46%. Mais effectivement. D'accord, je vais vous prouver le contraire. 20,90 ajouté à 46% vous donne un taux de 66%. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si ce qu'ils disent est vrai dans leur livre, le président Macky Sall devait avoir un score minimum de 66%, voire 70% aux élections présidentielles. Non. Est-ce que c'est logique? Faites votre calcul, 917 voix comparé au suffrage, voilà, exprimé. 917 000 voix. Comparé au suffrage valablement exprimé lors des élections qui est de 4 386 139, vous faites un taux de 20,90%. Ajouté au taux de au taux que le président a obtenu pour les élections passées qui est de 58%, ça nous fait minimum un score de 66%. Minimum, je dis bien. Parce qu'ils ont dit qu'il y avait 1 710 000 voix ajoutées sur le fichier électoral, dont 917 000 minimum sont favorables au président Macky Sall. Il y a aussi une hypothèse comme quoi que ces 917 000 peuvent tendre jusqu'à 1 million, 1 million 200, 1 million 300. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que normalement, le président Macky Sall devait se retrouver entre 66 et 70%.
c'est pas logique. Je le jure sur le Saint-Coran que ces chiffres qui ont été annoncés sont des chiffres faux. En conclusion, ils ont créé de toutes pièces parce qu'ils sont dans leur rôle d'opposant. Ils sont restés pendant un certain temps où ils sont absents de la il a dit que c'était une attitude responsable parce qu'il ne voulait pas créer des troubles dans le pays. Mais il ne voulait pas créer des troubles dans le pays parce qu'il ne détenait aucune preuve que montre qu'on avait falsifié les résultats des élections. Tout à l'heure, il a dit qu'il y a eu l'intervention des marabouts. Je vous jure sur le Saint-Coran, même si les plus hauts dignitaires de ce pays intervenaient et qu'ils détenaient des preuves palpables qu'il y avait fraude, il ne laisserait pas passer. Si Idriss Seck avait laissé passer, Ousmane Sonko n'aurait pas laissé passer. C'est parce qu'il n'y a eu aucune fraude et vraiment qu'il se range et évite d'être de mauvais parents. Voilà, merci. On me signale que le temps qui nous était imparti est terminé. Donc merci à mes chers invités. Je vais parler de M. Ousseynou Diouf. Je rappelle qu'il est cadre de l'APR, responsable donc de ce parti APR à Thiès. Merci à M. Aboumba et du mouvement Retu Falmaki. En français, c'est regretter d'avoir élu Maki. Alors je lui suggère de changer son nom et de changer son appellation. Il m'a dit tout à l'heure qu'il va changer le nom. Maintenant, ça l'a convaincu. Voilà, donc membre de la coalition IDI 2019. Merci à l'équipe technique Serine Keita, Cheikh Tidiane Diop, Cheikh Tidiane Ndiaye. Merci à vous, chers téléspectateurs. Excellent week-end avec les programmes de WALF TV. Merci.